Nous avons ce soir un programme qui va s'étaler au moins sur 2h30 pour discuter de la question du développement économique en zone fragile. Pas besoin de faire un dessin pour ce qui est de la situation sécuritaire assez dégradée du Burkina Faso. Et le but ce soir n'est pas de discuter de ces questions d'attaque, de ces personnes déplacées internes, nous le savons bien, mais de voir comment est-ce que dans ces zones où la situation est difficile, les acteurs économiques, qu'ils soient locaux ou les acteurs à un niveau plus national, arrivent à œuvrer et à toujours faire progresser notre pays. Donc nous aurons 2 tables rondes. La première table ronde qui va s'intéresser aux contraintes et aux stratégies d'adaptation des acteurs en région, et la deuxième qui est beaucoup plus nationale et un niveau beaucoup plus politique va s'intéresser justement aux politiques publiques qui sont mises en œuvre, les initiatives des partenaires techniques et financiers et les actions du secteur privé au niveau national. Mais si vous le permettez, avant d'entamer cette table ronde, nous voudrions faire intervenir quelqu'un qui est très important pour nous tous ici. Il s'agit de M. Jérémy Pellet. Jérémy Pellet est le directeur général d'Expertise France. Il a tenu à participer à nos échanges et pour cela, il a enregistré une vidéo que nous vous invitons à suivre. Je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui pour ce rendez-vous de l'expertise consacré au développement économique en zone fragile, le premier à être organisé sur le terrain à Ouagadougou. Expertise France organise régulièrement ces rendez-vous avec pour objectif d'animer et de favoriser le dialogue entre les différents acteurs de la coopération sur la base d'exemples concrets issus du terrain. Expertise France, l'agence gouvernementale française de coopération technique internationale, joue pleinement son rôle d'ensemblier en mettant son réseau au service d'une réflexion collective. Aujourd'hui, les discussions seront résolument ancrées dans le terrain puisqu'elles prendront place à Ouagadougou en réunissant des représentants des pouvoirs publics de la capitale et des régions, des entrepreneurs et des acteurs du développement, afin qu'ils nous fassent part de leur expérience de l'économie dans les zones périphériques du territoire burkinabé et nous aident à analyser les contraintes, les opportunités et les actions qui sont prises et à faire émerger des solutions pouvant être étendues ou dupliquées. Ce thème est d'autant plus important alors que le Burkina Faso a encore été endeuillé début juin par une attaque terroriste. Je veux exprimer mes condoléances et tout mon soutien à nos partenaires et notre résolution à poursuivre notre action en faveur de la stabilité et du développement sur tous les terrains. Je remercie toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de ces rencontres, à Expertise France, mais également à l'AFD et Proparco. C'est d'autant plus important que nous rejoindrons le groupe AFD dans quelques mois. Nous remercions également l'ambassade de France au Burkina Faso de sa pleine implication. Il me reste à nous souhaiter des discussions riches et utiles pour tous. Nous allons passer au vif du sujet maintenant en invitant les panélistes à nous rejoindre ici. Et la première personne que nous allons appeler est M. Ali Diallo. M. Ali Diallo est le premier vice-président du Conseil régional de l'Est et il est également le secrétaire général de l'Association des régions du Burkina Faso. M. Ali Diallo. À la suite de M. Ali Diallo, je voudrais inviter Mme Azaratou Sondo Nia. Mme Azaratou Sondo Nia est directrice générale de la fêtière des caisses populaires de Burkina. Madame Sondo. Bonsoir, merci. Le troisième panéliste que nous avons cet après-midi est M. Armand Tignan. M. Armand Tignan, s'il vous plaît.
à ma droite. Monsieur Armand Tchena est coordonnateur d'un pôle d'incubateur pour entreprises de jeunes dans la région du Bouclo du Monde. Et nous allons appeler le quatrième invité. Il s'agit de Monsieur Patrice Chevalier. Bonsoir, Monsieur Chevalier. Monsieur Patrice Chevalier, administrateur général du projet Production Internationale PPI. Il vit au Burkina Faso depuis de longues années, quelqu'un qui a une grande connaissance du Burkina profond. Chers panélistes, bonsoir. Nous espérons avoir des débats très fructueux et nous allons commencer avec Monsieur Diallo pour une entrée en matière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est aujourd'hui la situation de l'économie dans la région de l'Est où vous êtes le premier vice-président du conseil régional? Il y a un micro devant vous. Je vous remercie. Je voudrais remercier cette opportunité qui nous est offerte afin de parler de notre région, la région de l'Est, d'où je suis issu. Je suis le premier vice-président du conseil régional de l'Est. Alors, un peu avant de vous parler de la situation économique, je voudrais, avec votre permission, vous présenter un tout petit peu où se trouve la région de l'Est. Monsieur Diallo, sans vous brusquer dans vos réponses, nous avons un panel qui va nous prendre au maximum 45 à 50 minutes. Si nous pouvons, dans nos réponses, aller dans le vif, ce qui va nous faire gagner un temps pour ne pas perdre toutes les belles choses que vous avez à nous dire. Ok, donc merci beaucoup, M. Salikwa. Je voudrais dire qu'au niveau de la situation économique au niveau de l'Est, c'est une situation qui n'est pas du tout reluisante, compte tenu du contexte sécuritaire que tout le monde connaît. Et également, il y a le contexte sanitaire aussi, la Covid-19 que vous savez très bien, qui depuis un certain temps, au niveau économique, nous empêche, nous en tant qu'élus, de pouvoir faire un certain nombre de réalisations au profit des populations dont nous avons la charge. Et je dirais que la région de l'Est, c'est une région à forte potentialité et c'est une région également très vaste. Vous savez très bien qu'elle représente 17,13% de la superficie du Burkina Faso. Et partant de là, ce n'est pas une petite région et telle que vous entendez. C'est vrai qu'au niveau du Burkina Faso, nous parlons de 13 régions. C'est la région la plus grande. Alors sur le plan économique, comme je disais, au niveau des potentialités, nous en avions d'immenses potentialités que je m'en vais vous citer. Il y a la ressource faunique, il y a l'élevage, il y a le commerce, il y a le tourisme. Essentiellement ça. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, ces secteurs ne fonctionnent pas tel que nous le souhaitons, parce que je venais de dire tantôt que nous vivons deux grandes situations que tout le monde connaît. Et celle qui marque le plus les populations, c'est celle que vous connaissez, à savoir le problème de l'insécurité. Monsieur Diallo, vous citez des secteurs à forte potentialité comme le tourisme lié à la richesse faunique de la région qui sont impactés par le tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités économiques quand même dans la zone qui essaient de tenir la route malgré tout ce que vous avez décrit? Oui, c'est exact. C'est pour ça que nous continuons toujours de vivre la résilience, de pouvoir résister jusque-là. Effectivement, il y a par exemple le secteur du commerce qui continue de fonctionner avec beaucoup de difficultés. Et ce commerce qui varie dans plusieurs domaines, et comme je dis, c'est dans une zone d'élevage, c'est une zone agricole également,
Et même si quelque part le tourisme, on peut dire qu'il ne marche plus, mais quand même, ces activités, les populations et nous, on s'efforce de les faire fonctionner. La région, elle est vaste, elle est même très vaste. Vous parlez tantôt de commerce. Quelles sont les localités dans lesquelles aujourd'hui où ce commerce-là peut pouvoir toujours se mouvoir? Je dirais que le domaine de l'agriculture, le domaine agricole, les céréales, il y a également les produits forestiers non ligneux et l'élevage également, comme je venais de le dire, dans les 5 provinces de la région, on y trouve un peu partout. Et donc, à ce niveau, ces activités, on les retrouve, c'est de façon vraiment bien répartie au niveau de la région, puisque c'est les principales vraiment activités que nous continuons toujours vraiment d'exercer. Merci, M. Diallo. L'enjeu de ce panel, de ce premier panel, c'est de permettre aux acteurs locaux de pouvoir ressortir la réalité qu'ils vivent dans ces zones en situation d'insécurité. Monsieur Tchenya, vous êtes le coordinateur d'un incubateur d'entreprises de jeunes dans la boucle du Mouroun. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau quelles sont les jeunes entreprises qui arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu dans cette région du Burkina? Merci. En tout cas, c'est le lieu pour moi de remercier donc, les organisateurs donc, de ce panel pour l'opportunité que vous nous offrez de partager notre expérience. Alors, les entreprises qui arrivent en tout cas à se développer au niveau donc, de la région de la Boucle du Moun, puisque vous venez de le dire, nous avons une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Nous avons remarqué que ce sont en fait des entreprises dont les idées ont été mûries. Vous voyez, aujourd'hui, on remarque que les jeunes et les femmes créent des entreprises, mais le problème est que souvent les idées d'entreprise ne sont pas bien mûries. Les jeunes ou les porteurs de projets, si vous les voulez, n'ont pas bien mûri les idées de projets, ils ne maîtrisent pas tous les contours, en tout cas de la création d'entreprises, ils n'ont pas la formation professionnelle adéquate et c'est ce qui crée souvent que bon, ça ne va pas. Mais au niveau donc de la boucle du Moun, avec l'accompagnement de l'incubateur, nous voyons que les entreprises qui ont réussi, c'est celles qui ont été portées par des jeunes et des femmes qui ont été bien formés au plan professionnel, qui ont été formés au plan entrepreneurial, qui ont en tout cas maîtrisé en tout cas tout ce qu'il y a comme environnement au niveau de l'entreprise, qui ont aussi eu accès au financement. Nous comptons revenir sur ces aspects pour que vous nous parliez, par exemple, de cas d'entreprises qui arrivent à fonctionner, à prospérer. Mais déjà, vous parlez de formation professionnelle qui est quand même assez rare dans la zone. Quel est l'état des entreprises promues par les jeunes sur ce point? Il faut dire que, vous voyez, pour pouvoir réussir, comme je le disais, il faut une formation. Je prends un exemple concret. Un jeune qui veut élever des lapins. Récemment, nous étions à Tougan, pour ceux qui connaissent la région de la Boucle du Moun, c'est dans la province de Sourou. Nous avons rencontré une jeune dame qui voudrait faire la production, donc l'élevage de lapins. Et quand on a demandé à cette dame, est-ce que vous savez comment on élève? Bon, elle ne savait pas comment on élève des lapins. Vous voyez, donc c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'a pas de formation dans le domaine où il veut exercer. Pouvoir réussir. L'État, en tout cas, le conseil régional a organisé un certain nombre de formations en collaboration avec les partenaires pour en tout cas outiller les jeunes et les femmes du point de vue professionnel afin de les accompagner à la création d'entreprises. Merci beaucoup, M. Tchenya. J'imagine l'impatience de Mme Sondo, qui est la présidente de la fêtière des caisses populaires du Burkina. Cette situation d'insécurité dans les régions, comment est-ce qu'elle a impacté votre travail, vos financements que vous menez dans ces zones?
Merci. Et à la suite de mes prédécesseurs, je remercie les organisateurs pour avoir associé la Fête des Caisses populaires du Burkina à ces échanges. Et nous sommes un regroupement d'institutions de microfinance appelées Caisses populaires sur l'ensemble du territoire burkinabé. Nous sommes implantés avec plus de 200 points de vente. Et notre mission, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la collecte de l'épargne, l'octroi de crédits et la sensibilisation de l'éducation financière. Vous comprenez que quand on intervient sur l'ensemble du territoire, lorsqu'il y a des difficultés liées aux aspects de sécurité ou aux aspects sanitaires, il y a des impacts. Mais il faut dire que par moment aussi, c'est pendant ces moments difficiles qu'on peut aussi créer des opportunités. Et je dirais que sur le plan impact, au niveau de la portée, nous avons connu une restriction de nos interventions parce que parlant du public cible et défavorisé, c'est surtout dans les milieux ruraux où certaines zones sont difficiles d'accès en ce moment. Mais nous avons développé des stratégies pour pouvoir travailler à travers des opérations avec des OTM pour pouvoir en tout cas toucher les cibles qu'on avait l'habitude d'aller rencontrer. Et de plus en plus aussi, nous avons développé beaucoup de partenariats avec les autorités locales et aussi les instituts de formation pour pouvoir en tout cas atteindre nos objectifs et aussi contribuer au développement de notre pays. Et c'est sûr, en termes d'opportunités, quand on regarde avec la situation qui s'est présentée, il y a des zones qui sont devenues, je dirais, des zones de production. Donc, nous mettons beaucoup l'accent sur le financement de l'agriculture et on a des partenaires qui nous accompagnent pour développer les capacités des agriculteurs, pour faire en sorte qu'il y ait des mises en relation entre producteurs et acheteurs, et ce qui facilite énormément notre travail sur le terrain. Mais cela ne devrait pas aussi occulter les difficultés et les contraintes tantôt, et du fait que, c'est sûr, la facilité de mouvement n'est plus comme de par le passé. Et également, quand on dit financement, placement du crédit, ça suppose aussi action de recouvrement. Et à ce niveau, il y a quand même des contraintes pour pouvoir accéder à certains bénéficiaires pour pouvoir faire les recouvrements. Et puis, bon, et ce qui a eu des impacts sur, en tout cas, la qualité du portefeuille et aussi même le volume. Parce qu'il y a certaines activités pour lesquelles on ne peut plus atteindre les performances comme de par le passé. Quand on prend la maraîchiculture, dans les zones du nord ou du centre-nord, et ce sont des activités qui ont été fortement impactées. Ça, c'est sur la qualité de l'activité. Vous avez tantôt parlé du volume. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en termes de chiffres? Quel a été le recul que vous avez constaté? En termes de chiffres, il faut dire que d'une année sur l'autre, on tournait autour de plus de 100 millions de crédits placés à travers l'ensemble du territoire. Et en termes de modélisation de l'épargne, c'était une moyenne aussi d'environ de 100 milliards de collecte d'épargne. Mais la tendance que nous avons observée ces dernières années, c'est que le niveau de collecte de l'épargne est au-dessus de celui de la redistribution sous forme de crédit. C'est sûr que ça a toujours été la tendance, mais la tendance est beaucoup plus forte. Et ces dernières années où il y a quand même des difficultés, parce que certainement, certains membres n'arrivent plus à exercer leurs activités comme il se doit. Il y en a aussi qui préfèrent sécuriser leur épargne plutôt que d'investir dans des zones où ils ne peuvent plus accéder. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sondo. Nous nous tournons maintenant vers M. Patrice Chevalier. Vous êtes l'administrateur général de PPI. Je le disais tantôt, vous vivez au Burkina depuis maintenant de longues décennies. Vous exercez dans le domaine de l'addiction en eau potable et de l'énergie. Face à cette situation sécuritaire dégradée dans beaucoup de régions burkinabées, quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés dans votre activité?
merci. Donc à l'instar de mes collègues aussi, je voudrais vraiment remercier cette possibilité qui nous a été donnée de pouvoir nous exprimer sur un petit peu ce qu'on vit dans notre quotidien journalier de professionnels. Donc oui, on travaille nous beaucoup dans des zones qui sont aujourd'hui impactées par les problèmes de terrorisme. Et on a vu les choses se passer graduellement depuis 7-8 ans. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, par exemple dans des villes comme Tinakov, Fourcy, Diguel, Marcoy, Solan, donc où est-ce qu'il y a eu les problèmes, Seba et Kelbo, on a mis l'eau ou l'électricité dans ces villes-là. Et on faisait la gestion avec des différentes personnes gérées locales, quoi. Et on a été obligé de se retirer de ces zones-là parce que d'abord, il y a pratiquement, dans certains villages, il y a plus grand monde. Et puis, on ne peut plus arriver à fixer des gens et leur demander de pouvoir faire un travail, quoi. Nous avons nous-mêmes été victimes d'un attentat terroriste sur un des chantiers où j'ai eu du personnel qui a été enlevé. Ils ont détruit les chantiers et bon, ça s'est à la fin bien passé. On a pu récupérer nos ouvriers. On continue, nous, de travailler dans des zones, on va dire, qui ne sont pas dans l'extrême nord, mais dans la zone, on va dire, médium, on va dire, gris moyen, pas gris foncé, mais gris moyen. Cette zone correspond par exemple, par on travaille, de localité. je peux donner des noms. On travaille aujourd'hui à Kanchiari, on travaille bien sûr sur Diapaga, on travaille sur Machakwali. On vient de finir à Machakwali une centrale photovoltaïque sur un financement, je crois que c'est l'Union européenne, de 330 kW. On gère aujourd'hui, par exemple, on fait l'entretien, on gère des sites comme Piscila au niveau de l'eau. Et vous savez, le nombre de déplacés qu'il y a là-bas, c'est énorme. Et malgré tout ça, à Piscila, on a des difficultés. Parce que pour arriver même des fois à démarrer le groupe électrogène, pour que le forage fonctionne, ça pose des problèmes, quoi. Parce que disons, les gens belliqueux, des fois, nous créent des problèmes, quoi. On est sur Corsimoro, Idilou, Olo, Komiyanga, Sudugi. Je donne les choses, Kanchiari et Kompiendiga en ce moment. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne un petit peu les endroits où on est. Donc, on a pu, nous, arriver à continuer de travailler. On s'est replié un peu. La particularité, c'est que dès le départ, je reviendrai après, mais dès le départ, quand on commence un projet en eau ou en électricité, je dirais, pour simplement vous donner un petit peu l'expertise qu'on a, on a à peu près un peu plus de 500 villes et villages où on a mis l'eau aujourd'hui. On est à peu près à 350 villes où on a mis l'électricité. Donc, il y a des grandes villes, mais il y a aussi des petits villages. Donc, quand on arrive dans un village pour mettre l'eau ou l'électricité, on essaye avant tout de s'intéresser aux ressources humaines qu'il y a. Donc, aussi bien, je dirais, pour, par exemple, la gestion après des bornes fontaines ou faire le relevé des compteurs électriques ou, je dirais, par exemple, sur Machakwali, comment on va pouvoir nettoyer les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc, on essaye de voir les ressources qu'il y a. On a aussi à peu près 1500 groupes en maintenance sur l'ensemble du territoire, donc à peu près 20% qui sont dans des zones très exposées. Entre autres pour les opérateurs de téléphonie cellulaire. On a 2 opérateurs qu'on suit. Et donc, on a essayé de former des gens pour, je dirais, des locaux, pour pouvoir arriver à avoir une continuité de service. Donc, les gens, pour les former, on les fait venir, je dirais, en général, soit on les déplace sur un autre site qui est bien sécurisé, on les laisse là-bas pendant 1 mois, 2 mois, ou alors on les met avec des équipes qui sont déjà bien formées, et après on les retourne là-bas sur leur site et on les suit de manière tout à fait opérationnelle. Donc on arrive à de très bons résultats malgré les problèmes. Quand je dis très bons résultats, c'est que les systèmes qu'on a en eau ou en électricité, ou tous les groupes électrogènes, etc., ça continue de fonctionner. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui remonter plus haut. Bon, je reviendrai peut-être après, quoi. Sur le territoire, voilà. Vous avez déjà abordé pas mal de questions sur lesquelles nous reviendrons, notamment les solutions palliatives que vous avez pu trouver face à ces différentes contraintes. Je voudrais, avec votre permission, après ce tour de table, que nous voyons ensemble un autre exemple de ce qui se passe ailleurs, qui n'est pas forcément la même chose que ce que nous avons au Burkina ici. Et nous allons aller en France pour voir ce que fait l'initiative Haute-Vienne. L'initiative Haute-Vienne est un
un appui au financement des entreprises. Donc je disais tantôt que l'initiative Hauts-de-Vienne est un appui au financement des entreprises à travers ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Et c'est M. Carlos Rodriguez qui va nous apporter son témoignage sur l'outil des prêts d'honneur. Il faut le dire que cette initiative qui est aussi expérimentée au Burkina Faso depuis 2017, nous vous invitons à suivre M. Carlos Rodriguez de l'initiative Hauts-de-Vienne. Monsieur Théa, est-ce que dans la boucle de Mouroune, il y a des entreprises de jeunes qui existent, mais malgré la situation que vous avez décrite qui arrive toujours à fonctionner, qu'est-ce qui caractérise ces entreprises qui réussissent là? Au-delà du contexte, quels sont les points sur lesquels une entreprise prospère, arrive à s'en sortir? Qu'est-ce qui la caractérise? Ok, merci bien. D'abord, je dirais qu'au niveau de l'incubateur du conseil régional, alors, nous avons pu accompagner une cinquantaine de jeunes et de femmes avec le soutien financier donc, de Expertise France. Et ces jeunes, donc, parmi ces 50-là, il y a eu 39 qui ont pu créer et formaliser des entreprises. Alors, accompagner des entreprises de jeunes, ça consiste en quoi exactement? Ok, très bien, c'est l'accompagnement donc en service d'incubation. Quand on dit l'incubateur, il y a 3 étapes essentielles. Il y a la pré-incubation, il y a l'incubation et la phase donc de post-incubation. La pré-incubation, on va essayer donc d'aider le jeune à mieux asseoir son idée de projet. C'est ce que je le disais tantôt, les jeunes, ils arrivent ils veulent créer des entreprises, mais les idées ne sont pas bien formulées et ce qui crée un peu quelques échecs. Donc, on va l'aider donc à mieux formuler son idée de projet. On va l'aider donc à avoir donc un business model assez cohérent. On va l'aider également donc à pouvoir tester en tout cas les produits qu'il veut mettre sur le marché. La phase d'incubation là, on va essayer de voir comment aider le jeune ou la femme, la personne qui porte le projet bien sûr, à travers un certain nombre de services, de coaching, et des formations, des ateliers, et la mise en réseau pour que en tout cas le porteur de projet donc quand il va créer son entreprise donc que cette entreprise soit viable. Et la post-incubation elle est très essentielle parce qu'il ne suffit pas d'aider les gens à créer des entreprises, il faut les aider à ce que quand l'entreprise sera créée elle puisse se développer. Dans cette phase donc de post-incubation, on va encore mettre l'accent sur la formation. Et l'accent sera également mis sur la question donc de financement pour faciliter donc l'accélération de l'entreprise. Il y a un certain nombre de jeunes donc qui ont réussi. Et je reviens à votre question et je vais vous donner des exemples concrets. Avant que nous venions, nous avons compris la démarche que vous adoptez pour permettre à ces jeunes pousses-là de grandir. Oui. Nous reviendrons plus tard sur des exemples concrets de réussite que vous avez à nous présenter. Mais déjà, on nous fait savoir que la vidéo sur l'initiative Hauts-de-Vienne est disponible. Si tout est bon, je vous demande à suivre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à vos travaux grâce à l'invitation d'Expertise France et au partenariat de coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région du Plateau central. Créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise, Initiative Hauts-de-Vienne finance et accompagne les entrepreneurs depuis plus de 20 ans. Dans le cadre du programme de coopération décentralisée, Initiative Hauts-de-Vienne a participé à la création d'Initiative Plateau central au Burkina Faso fin 2017. Après 3 ans d'activité et plus de 200 entrepreneurs financés au Plateau central, nous souhaitions profiter de cette manifestation pour interpeller les organismes financiers pour participer à la création de richesses au Burkina Faso. En France, les banques associent leur financement aux prêts d'honneur octroyés par notre réseau. Ensemble, nous faisons plus, ensemble, nous faisons mieux. Grâce aux plateformes initiatives, les banques développent leurs activités commerciales avec un risque modéré car notre taux de pérennité de remboursement atteint les 95%. La Société Générale est partenaire du réseau Initiative en France. Pourquoi ne pas s'engager dans la même démarche au Burkina Faso? Que nous soyons en France ou au Burkina Faso, nous rencontrons les mêmes contraintes.
Zone de revitalisation, infrastructure et le prêt d'honneur reste un véritable levier bancaire pour conforter les fonds propres des entrepreneurs. Pour répondre à ces contraintes rencontrées en Haute-Vienne, nous déployons des comités d'agrément locaux sur des territoires ruraux, comme à Saint-Thierry-la-Perche ou à Bellac, pour être au plus près des entrepreneurs. Nous avons également mis en place un prêt agricole pour répondre aux dynamiques économiques locales. L'Observatoire des prêts d'honneur en Afrique a publié sa première étude en 2019. Elle révèle que le prêt d'honneur est un nouvel outil financier positif et adapté aux besoins des porteurs de projets. L'accompagnement mis en place pendant le remboursement fait la différence. Ce suivi régulier de proximité montre des résultats positifs en termes de remboursement. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée de travail et j'espère revenir rapidement au Burkina Faso pour continuer à développer le prêt d'honneur avec vous, un outil financier qui fonctionne aussi à l'international. Nous venons de suivre l'initiative Haute-Marne avec le système de prêt d'honneur qui vise à aider les entrepreneurs dans une région assez reculée de la France. Certes, les réalités ne sont pas les mêmes, mais Madame Sondo, quel commentaire vous faites de cette solution trouvée dans un autre contexte aussi particulier que le nôtre? Quel commentaire? D'abord, si ça marche, je pense que c'est bien. Parce que en une minute ou deux, j'ai suivi le documentaire, mais je ne sais pas en quoi consiste le prêt d'honneur. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même du partenariat qui se développe pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et ça pourrait être une leçon qu'on pourrait tirer pour voir quels sont les mécanismes, je dirais, adaptés à notre contexte, à nos milieux ruraux et urbains, pour pouvoir travailler en synergie, aussi bien, j'imaginais avec M. Tienya, comme à la Caisse populaire pourrait accompagner vos jeunes incubés qui sortent. Vous parliez tantôt d'accompagnement pour le financement. Peut-être qu'on pourrait trouver un mécanisme qu'on pourrait, nous aussi, je dirais, dénommer, pas prêt d'honneur, mais peut-être un nom local qui s'adapte, pourquoi pas. Mais déjà, je réponds à une question que vous posiez, à savoir le prêt d'honneur, c'est quoi? Ce que j'ai ici, c'est qu'il est mis par et pour les entrepreneurs à taux zéro et sans garantie, avec un taux de recouvrement étonnamment haut. C'est une sorte de confiance mutuelle, de solidarité entre les entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir. Justement, M. Tienya, est-ce que vous pensez que vous qui tantôt parliez de difficultés de financement pour vos incubés, est-ce que vous pensez qu'un tel mécanisme, comme le propose Mme Sondo, peut fonctionner dans le cadre du Burkina? Merci. Je pense que dans le cadre de l'accompagnement en incubation de nos jeunes, en 2019, nous avons tenté. C'est vrai que avec la situation en 2020, on n'a pas pu concrétiser. Sinon, dès le départ, dans l'élaboration du projet, on avait pensé en tout cas voir comment, avec la caisse, les institutions de microfinance de façon générale, comment en tout cas trouver un moyen pour pouvoir en tout cas lever des fonds pour les jeunes. Parce que je vous ai parlé des étapes de l'accompagnement en incubation. Pour aller en incubation, passer de la pré-incubation en incubation, il faut démarrer effectivement ton entreprise. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que les jeunes, ils peuvent avoir des idées, je parlais des idées, ils peuvent avoir une bonne idée de projet viable, compétitif, mais pour pouvoir démarrer effectivement, le jeune ou la femme peut avoir des problèmes. Donc nous, on avait voulu résoudre ce problème en approchant la caisse au niveau de Dédougou, en approchant d'autres institutions de microfinance, et on voulait en tout cas à travers un partenariat et voir comment on peut accompagner ces personnes. Donc je pense que si cette idée qu'on vient de suivre, elle peut bel et bien être mise en œuvre au Burkina, il suffit seulement de se faire confiance, il suffit seulement de voir que bon, à travers ce financement, c'est de la création d'emplois, de la création de richesse.
Monsieur Diallo, vous êtes, je le rappelle, vice-président du Conseil régional de l'Est. Vous avez présenté pas mal de difficultés auxquelles la région est confrontée. Ici, nous venons de voir un exemple de solution dans une région de France tout à fait différente de notre situation. Vous, au niveau du Conseil régional de l'Est, quelles sont les solutions que vous avez trouvées ou que vous envisagez en vue d'aider l'économie de la région à pouvoir se maintenir à flot et pourquoi pas évoluer davantage? Je vous remercie. Et je pense qu'au niveau de la région de l'Est, autant que nous pouvons, on fait ce qu'on peut faire pour aider les jeunes en particulier. Et je dis les jeunes, les femmes, d'une manière générale, à évoluer. À savoir, au niveau, par exemple, des jeunes, il y a déjà un certain nombre de regroupements de jeunes entreprises regroupées en partenariat qui travaillent déjà ensemble. Et ces jeunes regroupés en partenariat qui travaillent déjà ensemble, c'est en fonction des besoins au niveau de la région, de ce que nous réalisons, ce que nous faisons comme activité, que nous faisons comme infrastructure au niveau de la région. Et à travers ces jeunes, nous avons en partie, en tout cas, l'expertise locale et qui nous permet, en tout cas, de... Ces jeunes interviennent dans quel domaine? Le domaine, c'est le domaine de la réalisation des infrastructures, le domaine du commerce, par exemple, des céréales, le domaine de l'élevage, le bétail, le commerce du bétail, et aussi il y a une mine en exploitation où il y a un certain nombre de jeunes qu'on retrouve là-bas et que nous organisons et qui sont employés par exemple au niveau de la mine. Et aussi, comme Madame Sondé vient de le dire, je crois que déjà la Caisse populaire est beaucoup connue en matière d'institutions de microfinance au niveau de la région. Et un peu avant l'avènement de l'insécurité, c'est une institution de microfinance qu'on retrouvait un peu partout au niveau de la région de l'Est et qui facilitait les jeunes à prendre des petits crédits et faire des activités telles que l'embauche et autres. Et le commerce des céréales, comme je l'ai si bien dit, et plein d'autres activités pour pouvoir, en tout cas, s'en sortir. Monsieur Diallo, vous permettez, parce que je vais vous titiller là un peu, ce que vous venez de dire, on a l'impression que c'est des actions classiques. Face à la nouvelle donne sécuritaire, face aux nouveaux enjeux, qu'est-ce que le Conseil régional de l'Est a entrepris ou envisage pour permettre aux entreprises qui sont là mais qui n'arrivent pas à travailler comme celle de M. Chevalier ou même des entreprises locales, qu'est-ce que vous mettez en place pour ces entreprises-là? Qu'est-ce que vous envisagez? Bon, au niveau de la région de l'Est, je dirais qu'à ce niveau, on essaie de faire ce qu'on peut, à savoir l'accompagnement des jeunes. L'accompagnement des jeunes à partir du conseil régional. Et aussi, comme je l'ai si bien dit, comme nous avons besoin de l'expertise locale, parce qu'à l'heure actuelle, il nous arrive souvent de vouloir, lorsque nous lançons par exemple un marché, un appel d'offres, au niveau par exemple des provinces, il y a des entreprises au niveau de Ouagadougou, souvent, qui n'ont pas le courage de se rendre là-bas, tout simplement parce que c'est la situation. Mais ces jeunes qui sont là-bas sur place, et ceux qui ont l'expertise locale, nous essayons d'encourager ces jeunes qui, sur le terrain, arrivent à faire de grandes choses. Et qu'est-ce que vous, par exemple, en tant que conseiller régional, qu'est-ce que vous attendez comme soutien aussi de la part de l'autorité centrale de l'État à un niveau plus supra? Qu'est-ce que peut être l'apport pour des conseils régionaux dans des zones fragiles?
Nous attendons de la part de l'État la création d'emplois pour les jeunes, surtout particulièrement, parce que au niveau des jeunes, ils ont besoin aussi de formation. Par exemple, les écoles de formation, nous attendons que l'État, par exemple, construise des écoles de formation pour permettre aux jeunes non seulement de se former très bien, et aussi l'accompagnement de l'État sur le plan finance pour pouvoir aider ces jeunes parce qu'ils sont déjà organisés. Il leur suffit d'un appui et je pense que ils vont y aller. Monsieur Chevalier, depuis un certain temps, vous n'avez pas parlé. Tantôt, vous abordez les solutions que vous avez trouvées afin de continuer à opérer dans des zones difficiles. Est-ce que, en dehors du fait que vous recrutiez du personnel local, que vous formiez dans des zones sécurisées avant de les redéployer dans leurs zones habituelles, quelles sont les autres solutions que vous avez envisagées? Donc les principales solutions pour nous, notre domaine, c'est aussi de faire en sorte que le réseau, par exemple, téléphonique continue de fonctionner. C'est très important parce que de plus en plus, les opérateurs sont en train d'aller vers la 3G et ça donne beaucoup de possibilités. Par exemple, au niveau de l'électricité, on n'a plus besoin d'aller faire des relevés chez les gens. Avec les cash power, les cartes prépayées, on peut arriver. Donc la technologie aide un petit peu aussi. Ce que je voudrais, moi, surtout insister, c'est sur le fait que il faut, qu'on reprenne la main sur ces zones, on va dire, grises, quoi. Et pour reprendre la main, il faut remettre les gens dans des conditions de vie un tant soit peu acceptables et leur redonner un peu d'espoir. Pour redonner un peu d'espoir, quand on arrive dans un village, si on arrive déjà à mettre l'eau et éventuellement à mettre l'électricité, c'est déjà une très bonne chose. Si on arrive à remettre un dispensaire un peu en fonctionnement, c'est aussi une très bonne chose. Et de ça va découler un tas d'emplois, qui vont être, créés. On parle des jeunes, Le problème, c'est que de plus en plus dans ces zones que je citais tout à l'heure, ça devient un désert, quoi. Les gens, c'est plus vivable, si vous voulez, quoi. On se fait piller, on se fait égorger, ça devient invivable et on ne peut pas, continuer dans ce sens. Donc il faut que l'État ait, toutes les bonnes volontés. Il y a un certain nombre de personnes autour de la table ce soir, il y en aura d'autres tout à l'heure, puissent remettre à la fois des idées, remettre de l'argent pour reconquérir des zones qui ne seront pas, évidemment, peut-être des zones extrêmes dans le grand nord du Burkina Faso, mais il y a une zone d'environ 50 à 100 km, une sorte de croissant qui va de Kantchiari jusqu'à Nouna, qui permet de pouvoir reprendre la main. Il y a à peu près un peu plus d'1 million de déplacés. Si on mettait l'eau et l'électricité un tant soit peu dans ces zones, ça permettrait déjà de fixer les gens, quoi, et de redonner de l'espoir d'abord à ces personnes. Ils sont burkinabés, ils ont le droit aussi. Et il y a des jeunes parmi toutes ces populations. Et ça leur permettrait d'avoir une occupation. C'est-à-dire, dès qu'on met l'électricité, on peut faire de la soudure, on peut faire, vendre des choses glacées. Il y a un tas d'activités. Dès qu'on a l'électricité, on peut arriver aussi avec le téléphone à mener des activités de commerce dont les autres ont parlé. Donc, c'est avant tout ça qu'il faut. Il faut, vous m'excusez le terme, mais il faudrait rallumer la lumière un peu dans certaines zones. Et qu'on ne soit plus dans le noir, mais qu'on puisse un petit peu encore remettre un peu d'espoir. Et ça, je ne pense pas que ça coûte des centaines de milliards. Je pense que beaucoup d'argent ont été mis dans d'autres choses. Et je crois qu'il faudrait en mettre un petit peu dans ces choses-là. Moi, je vis dans ces zones-là, avec mes équipes. On est en contact en permanence, par exemple, je parlais tout à l'heure avec la directrice des fêtières. Il y a environ 2 ans, à une quinzaine de kilomètres au-delà de Gorom Gorom, on a raccordé environ 7 ou 8 forages d'eau pour l'ONEA. On travaillait dans des zones qui étaient rouges écarlates. Le problème, c'est que si on ne raccorde pas ça, à un moment, il n'y a plus d'eau à Gorom Gorom. Donc il faut savoir à un moment ce qu'on veut. Est-ce que, on décide de dire, bon voilà, c'est des zones, on n'y va plus et on laisse, les choses aux autres, quoi, hein. Soit on reprend la main et on essaye de tous se mettre, autour d'une table et de voir qu'est-ce que les bailleurs de fonds peuvent faire, qu'est-ce que des entreprises, je ne suis pas la seule, il y en a bien d'autres,
Il y a des initiatives qui sont expliquées tout de suite dans le Moon avec des jeunes. Il y a un tas d'initiatives, je pense qu'au niveau de la région de l'Est, que moi je connais particulièrement bien, il y a un tas de bonne volonté. Il y a des jeunes, par exemple, on doit nous prochainement là tirer une ligne électrique qui va de Machakwali, Kanchiari à Botou. Le problème, c'est des zones qui ont été particulièrement, je dirais, sensibles ces dernières semaines. Et avant d'y envoyer quelqu'un, on y réfléchit à 3 fois, quoi. Même si on envoie des gens, des locaux, quoi. Nous avons bien compris, c'est plus qu'un plaidoyer, c'est aussi un cri de cœur pour ces populations qui y vivent, ces reconquêtes et administration du territoire. Absolument, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes à Tinakov pour l'instant, c'est trop lourd. Mais en dessous, je dirais, Bougandé, Piela, là, en remontant, on y va. Quoi. Le cri de cœur est compris. Nous allons, avant de permettre d'interagir avec l'assistance, Madame Sondo, vous, quelles solutions au niveau de la microfinance vous avez développées pour pouvoir continuer à opérer dans ces zones et surtout à collecter de l'épargne et à financer l'économie? Merci. Je pense que j'avais un tout petit peu abordé le sujet en disant que c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est souvent dans les moments de difficulté qu'on peut aussi créer des opportunités. Et à notre niveau, comme je le disais tantôt, nous sommes réorganisés sur les secteurs qui sont encore fonctionnels, notamment l'agriculture, où on sent que dans certaines zones, les populations développent beaucoup cette activité. Et nous avons essayé de mettre en place le financement des chaînes de valeur agricoles avec de la formation en chaîne, que ce soit les producteurs, les acheteurs, mais tout ça, ça prend, je dirais, une table ronde qui regroupe aussi bien les gens qui font du financement, des gens qui font de la formation et des gens aussi, des partenaires, je dirais, et des bailleurs de fonds qui sont là aussi pour accompagner, pour que ça puisse vraiment donner. Nous sommes sur un projet, par exemple, de financement des personnes déplacées, parce que dans les zones où ces personnes sont, on en trouve qui ont quand même toujours la volonté d'entreprendre et qui ont quitté des zones où ils entreprenaient, ils sont arrivés dans des zones où c'est difficile certes, mais ils se débattent pour pouvoir s'en sortir. Et nous sommes en train de travailler en collaboration avec l'AFD pour voir quelle est la stratégie que nous allons pouvoir mettre en place pour pouvoir en tout cas développer de nouveaux produits, parce que nous ne pouvons plus rester sur notre schéma, je dirais, traditionnel et vouloir atteindre nos objectifs, vouloir en tout cas réaliser notre mission qui est de contribuer à l'amélioration des conditions des populations. Les choses ont changé, nous devons aussi changer de démarche, mais ça prend qu'il y ait une synergie d'action et de la complémentarité dans les interventions pour pouvoir arriver à de bons résultats. Et à ce niveau, je dirais que nous sommes tous interpellés. Ce n'est pas une question de l'État. Tout le monde est concerné. Quand on prend la région de l'Est où le président du conseil régional soulignait le fait qu'il y a des jeunes qui veulent bien entreprendre, il faut bien qu'on se mette autour de la table pour voir quels sont les besoins de ces jeunes, comment on les forme, comment on les accompagne. Sur le plan financement, est-ce que tout sera par exemple du crédit ou bien il y a une partie où des gens doivent s'engager par exemple à mettre de petits fonds comme les prêts d'honneur ou autres, je ne sais pas comment ça peut être appelé, mais en tout cas ça prend de mon point de vue une autre façon de penser le développement, une autre façon d'accompagner ceux-là qui ont la volonté de sortir de cette situation pour qu'ensemble on puisse demain dire que chacun a joué son rôle. Sans trahir un secret, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu ce que vous projetez faire avec l'AFD? Ou ce n'est pas le lieu ni le moment? Je crois que l'AFD est là. C'est au niveau des personnes déplacées, on est en train de monter un projet pour voir dans quelle mesure, par exemple, dans les zones où on a ces personnes déplacées, comment on fait pour les accompagner sur le plan de la formation, sur le plan du financement et sur le plan aussi de l'accompagnement, parce que ces personnes n'ont pas qu'un besoin financier. C'est des gens qui manquent, je dirais, de tout, qui ont besoin
qu'on recrée, je dirais, l'écosystème, ne serait-ce que les conditions minimales pour les permettre de réaliser leurs rêves. Et là, ça prendra, c'est vrai qu'on est en train de monter le projet, mais après, il faudrait qu'on voit avec les élus locaux, notamment le conseil régional, de là où nous allons expérimenter, pour voir ensemble comment est-ce qu'on fait en sorte que ça puisse être un succès. Quand on sait que la majorité de ces déplacés, ce sont des femmes, alors qu'au niveau des caisses populaires, pour les produits spécifiques aux femmes, et dans les bons moments, je dirais, on couvrait pratiquement même les hameaux de culture. On rejoignait ces femmes là où elles sont pour non seulement les former, les donner les outils nécessaires, les amener de façon méthodique à la consommation du produit, du crédit, mais aussi à l'habitude d'épargner le peu qu'elles ont. Et là, on a beaucoup de ces femmes qui ont quitté leur village. Certainement, certaines même ne sont plus de ce monde. J'ai eu une grande pensée pour elles. Et en tout cas, il y a urgence à repenser des solutions pour pouvoir accompagner nos populations. Voilà. En attendant, je pense que M. Tienya, vous avez accompagné des jeunes. Il y a eu des résultats qui peuvent être présentés. Nous vous donnons l'occasion en 1 minute 30 avant d'interagir avec le public. Ok, alors merci. Je le disais tantôt en 2018 avec l'accompagnement de Expertise France à travers l'appel à projet Territoire créateur d'entreprise. Nous avons reçu un financement qui nous a permis d'accompagner des jeunes et des femmes. Et je vais, entre parenthèses, l'incubateur est une solution, une solution pour nous en tant que collectivité pour résoudre les questions de chômage, de pauvreté. Parce que pour moi, il y a un lien entre chômage, pauvreté et insécurité. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais il me semble que c'est comme ça. Donc nous avons en tout cas accompagné ces jeunes. Il y a des résultats assez intéressants. Je voudrais présenter en tout cas quelques produits de nos incubés. Vous voyez, ils sont venus de très loin. Alors, j'ai devant moi en tout cas du savon à base de Nîmes. À base de Nîmes qui est produit par une dame au niveau de Thomas. C'est Rebecca, si je peux dire son nom. Alors, cette dame est venue de très loin. Quand je dis de très loin, je veux dire que c'est avec l'accompagnement de l'incubateur qu'elle a pu, en tout cas, améliorer sa production et même trouver un emballage. Mais elle est toujours dans cette perspective de mieux faire. Alors, elle réalise un chiffre d'affaires de c'est pas moins de 3 millions, donc malgré cette situation difficile. Une deuxième personne, c'est le bouillon de Soumbala. C'est juste deux produits, je vous présente. C'est juste un échantillon. Parmi les 37, j'ai juste retenu 2. Et le bouillon de Soumbala, je sais que tous ceux qui sont ici sont prenants. Parce que le Soumbala, vous savez, a beaucoup de vertus. Donc cette dame a pu, en tout cas... Contentons-nous de présenter ce résultat. Voilà, c'est ça. La pub, ça sera après, parce qu'il y a un autre panel. Voilà, c'est ça. Donc le bouillon du Soumbala, elle aussi, au départ, c'était seulement le Soumbala granulé. Et voilà, avec l'accompagnement de l'incubateur... Non, c'est un Soumbala impacté. Voilà, bien en tout cas. Il y a un certain nombre, en tout cas, de résultats. Bon, je ne vais pas... C'est juste des échantillons. Et merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. C'est la partie où nous vous permettons, vous public, d'interagir avec les panélistes. Nous prendrons malheureusement 2 questions. Et nous prendrons 2 questions et on va se limiter à cela. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi par Internet. Donc, je vois une dame, si vous... Il y a un micro-baladeur. Ok. Micro. On vous demandera de vous présenter en essayant d'être le plus succinct possible et le plus efficace pour que nous gagnions en temps. Merci, madame. Merci. Moi, je suis madame Bassono Nekabore Florence de Faso Acheke et je voudrais intervenir par rapport à
au prêt d'honneur pour dire à Madame Sondo que le prêt d'honneur, j'ai été bénéficiaire d'un prêt d'honneur en 2018 par Initiative Ouaga. Je l'ai remboursé et je pense que la grande majorité qui a eu a vraiment remboursé. Et j'ai été heureuse d'entendre la question du modérateur sur l'initiative de la Caisse populaire avec l'AFD, parce que nous avons délocalisé une partie de notre unité à 25 km de Ouaga. Et un soir, j'étais assis, il y a une foule de femmes qui est venue m'envahir, mais c'est m'assaillir, comment on peut dire ça. Elles cherchaient du travail. Et quand je leur ai posé des questions, c'était juste des réfugiés. Et je leur ai demandé où sont leurs maris. Elles sont dans les mines d'or. Et il n'y a que les femmes, c'est à Lumbila seulement. Et moi, je n'ai pu prendre que 12 d'entre elles pour insérer dans notre unité de transformation. Et nous avons monté un projet de l'élevage et on attend les financements pour mettre en place pour le reste de ces femmes-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bassono. Juste une petite précision, ce sont des femmes déplacées internes, pour le bon terme. Monsieur ici avait demandé la parole. Bien, merci. Moi, je suis Yves Guimbien Toé de la Société cotonnière du Gourma. Alors, je rejoins un peu les propos du vice-président de la Chambre régionale, du Conseil régional de l'Est, pour dire que la Socoma, qui est une société qui est installée, qui produit du coton dans la zone Est donc du Burkina, est véritablement impactée par la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est depuis, on va dire, 2018. Pour donner des chiffres indicatifs comme ça, nous sommes passés de quasiment 18 milliards distribués en net aux producteurs dans toute la région Est à 3 milliards l'année passée. C'est pour montrer le gap en fait qu'il y a aujourd'hui en termes de revenus auprès des producteurs. Et derrière, on a tout un ensemble de choses, de dysfonctionnements face auxquels nous sommes obligés d'innover et de trouver des solutions, on va dire, qui tantôt marchent, tantôt ne marchent pas. Si vous prenez simplement le cas de Diapaga, vous n'avez plus de banque. Vous n'avez plus aucune banque à Diapaga et il faut payer les producteurs, il faut payer les recettes, je ne sais pas, pour le maïs, pour toutes les autres productions agricoles. Comment faire? On a trouvé des solutions alternatives avec les paiements mobile money, avec le concours même de l'armée pour... on va dire, déplacer des fonds, mais ce sont des solutions qui, aujourd'hui, ne sont pas pérennes. Donc, derrière, on a besoin soit de partenaires techniques, financiers, ou et surtout de l'accompagnement, bien sûr, de l'État, pour retrouver, on va dire, une certaine sérénité, pour que les producteurs, que ce soit de coton ou même de toutes les autres spéculations agricoles dans la zone, puissent retrouver des revenus pour pouvoir faire autre chose. C'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte voilà, pour la région de l'Est. Merci, Monsieur Toué, cher panéliste. De ce que j'observe, il n'y a pas de questions véritablement. Ce sont des contributions que les uns et les autres ont bien voulu apporter à ce que vous avez déjà dit. Oui, Monsieur Chevalier. Moi, je voudrais, quand on entend un petit peu les différentes personnes, ou même la directrice des caisses populaires, de la filière des caisses populaires, je dirais, on a des situations qui sont tout à fait nouvelles, c'est-à-dire le problème de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Ce que expliquait tout de suite la personne de Socoma, il faut que les bailleurs de fonds et il faut que les systèmes inventent autre chose. On ne peut pas répondre à l'attente d'un redémarrage économique dans toutes ces zones avec les instruments traditionnels qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire si on doit faire par exemple des appels d'offres pour aller faire tels travaux, tel pont ou tels travaux d'électricité ou telle construction, je dirais c'est difficile parce qu'il faut plutôt aller vers les gens qui sont en local et essayer de trouver des synergies entre quelques entreprises qui seront à Ouaga, à Kaya ou à Bobo Dioulasso qui vont vouloir aller travailler dans ces zones-là, qui y sont préparés, qui ont déjà des particularités et on va pouvoir redémarrer. Le gros problème, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de redonner un peu d'espoir et de rallumer la lumière parce qu'aujourd'hui, je dirais, on prend coup sur coup et il faut qu'on puisse redonner un peu d'espoir, je dirais, à surtout les femmes et les enfants. Redonner espoir et rallumer la lumière, je pense que c'est bien entendu par tous ici.
C'est l'occasion ici pour moi de vous remercier tous, Madame Sondo, Monsieur Chevalier, Monsieur Diallo et Monsieur Théan pour vos contributions éclairantes à ce débat qui nous a permis de savoir quelle est la réalité des contraintes vécues dans les régions de Burkina et aussi quelles sont les solutions que vous avez essayé de trouver pour permettre à la vie de poursuivre, à l'espoir de toujours tenir. Nous allons acclamer nos panélistes. Donc, avec ces acteurs au niveau national, nous allons nous interroger sur les politiques publiques et les services financiers qui sont mis en œuvre pour le développement économique dans ces zones fragiles. Et pour cela, nous avons 4 panélistes que je vais inviter à nous rejoindre. Le premier, c'est M. Charles Dalla. M. Dalla est le directeur général du développement territorial et il est aussi le coordinateur du PUS, le programme d'urgence Sahel. Bonsoir, M. Diarra. Nous avons avec nous M. Harold Kofi. M. Harold Kofi est le directeur général de la Société Générale au Burkina Faso. Bonsoir, M. Kofi. Merci. La troisième personnalité invitée à débattre avec nous ce soir est Mme Maïmouna Mbo-Fam. Mme Maïmouna Mbo-Fam est la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. On m'informe que Mme Mbo, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Elle aura un peu de retard. Et nous continuons avec la quatrième personnalité, c'est M. Lassine Diawara. M. Lassine Diawara est le président du Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Elle a été livrée comme ça. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Alors, nous avons écouté les acteurs au niveau régional qui ont soulevé un ensemble de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vous, quel est le regard que vous portez là-dessus sur tout ce qu'ils ont eu à dire? Un premier tour de table en commençant par M. Diawara. Le micro, s'il vous plaît. Je remercie beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette initiative, l'initiative de l'AFD de nous réunir ici. Alors, je vois qu'on a parlé de zones fragiles. Moi, je dirais que ces zones sont passées de fragiles à zones de crise. Parce que c'est fragile quand au début, on sent que c'est des zones où il y a les populations, il manque un certain nombre d'infrastructures de base. Il faut donc amorcer le développement. Mais ici, ces zones sont difficiles d'accès. Pour organiser, je dirais, le développement est devenu compliqué. Donc, ce n'est pas aussi facile que cela. Évidemment, en dehors de ces zones, le pays s'est organisé autour donc des zones un peu plus sécurisées où les activités économiques se développent. Si je prends autour de Ouagadougou, autour de Bobo-Dioulasso, de grandes villes comme Bamfoura, de grandes villes de région, les activités sont maintenues et les entreprises, d'une façon globale, ont essayé de résoudre les problèmes d'accès au marché. Parce que tout ce que nous disons, que vous soyez dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tertiaire, il faut pouvoir vendre sa production au marché ou acheter des choses, enfin, ce dont on a besoin, les matières premières, au niveau du marché ou les importer. Alors, à ce niveau-là, bon, les entreprises ont essayé de s'organiser. Pour les entreprises, selon les secteurs d'activité, la crise est ressentie d'une façon différente. Si vous prenez le commerce, c'est vrai que malgré les difficultés d'approvisionnement, parce qu'au début de la crise, on a fermé les frontières, il y a eu un certain nombre de mesures, ce n'était pas évident, mais elles ont continué à s'approvisionner.
l'industrie qui avait besoin des matières premières, c'est un peu la même chose, que ce soit des matières premières locales ou importées. Et au niveau de l'économie agricole, nous pouvons dire que globalement, elle a été très résiliente parce que quand on voit la production cotonnière, ça s'est plus ou moins maintenu, même si elle a été fortement impactée à l'est. Et une compensation au niveau des régions de Haut-Bassin, du Moun, de Bafoussam. Et la production céréalière a continué. Vous savez, d'une façon globale, on a associé céréales et coton, donc en jouant sur l'alternance et sur les effets résiduels de l'amendement des sols. Donc ça a permis de maintenir, je dirais, le niveau de production agricole, parce que le Burkina a pu produire, je crois, au moins 5 millions de tonnes de céréales, et les projections sont à 6 millions cette année. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a eu, si on fait le tableau, que l'activité économique s'est maintenue, et nous constatons, d'ailleurs, au cours de cette année 2020, qu'il y a une progression dans la création d'entreprises. Monsieur Dalla, vous qui êtes du ministère de l'économie et des finances, qui dirigez un programme destiné, si M. Diawara nous permet le terme, sur des zones fragiles, comme le programme d'urgence Sahel, quelle analyse vous portez sur ce que les représentants des régions ont pu dire ici? Est-ce que vous faites le même constat ou vous avez une analyse tout autre? Merci pour l'initiative, comme le disent mes prédécesseurs. Donc je voulais aussi vous dire merci pour cette initiative. Mais je dirais que depuis le début de la crise en 2015, c'est vrai, la situation économique s'est dégradée. Il y a eu des populations déplacées, et il y a eu mort d'hommes environ. Quand on a fait l'évaluation autour de 1000, il y a eu des établissements scolaires fermés, et des établissements sanitaires qui sont fermés. Et tout ça, ça a conduit à des besoins. Et sur le plan humanitaire, ça a été évalué à plus de 200 et quelques milliards. Mais l'État n'est pas resté là dès le début de la crise. Donc l'État a fait élaborer le programme d'urgence pour le Sahel. Et donc à travers ce programme, il y a des investissements qui devraient être faits dans le domaine du social et dans le domaine de l'économie. Peut-être si le temps permet, je viendrai sur des chiffres, sur des détails. Donc, du coup, je peux dire que pour... Allez-y. Voilà. Donc, je peux dire que l'État a déjà entrepris un certain nombre d'activités sur le terrain à travers ce programme d'urgence pour le Sahel au départ. Donc, avec la détérioration de la crise, ce programme d'urgence pour le Sahel a été étendu à d'autres régions. C'est passé de 2 régions à 6 régions pour prendre en charge des actions prioritaires. Et aussi, il y a l'allègement des procédures de passation de marché qui permet d'aller plus vite pour faire un certain nombre d'investissements aussi. Et la procédure de passation de marché a permis quand même d'avoir des résultats sur le terrain. Il y a beaucoup d'infrastructures sociales qui ont été réalisées, beaucoup d'infrastructures économiques qui ont été réalisées. Mais maintenant, face aux difficultés que les uns et les autres exposent, il y a aussi des outils à ce niveau-là. C'est le PADEL. On reviendra sur ces réponses que l'État a apportées pour voir si elles sont adéquates par rapport aux problèmes posés. Sinon, sur le plan économique, effectivement, on sent une dégradation. Sur le plan économique, une dégradation aussi des conditions de vie des populations et aussi de la présence de l'État sur le terrain et beaucoup d'autres choses que peut-être qu'on pourra revenir dessus. Merci. Monsieur Kofi, vous êtes le premier responsable d'une des plus grandes banques du Burkina. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qui freine, selon vous, le financement des entreprises, le financement de l'économie au Burkina? Autrement, est-ce que cette situation sécuritaire a eu un impact sur le financement des activités économiques? Déjà, je tiens à féliciter l'événement, puisque c'est un sujet qui est très à propos dans cette situation de crise. Le pays vit plusieurs crises, la crise sécuritaire, mais aussi humanitaire et sanitaire. Donc ça fait beaucoup. Et je confirme que forcément le climat sécuritaire joue énormément, et le panel précédent l'a clairement montré. Quand on parle de plus d'1 million de personnes qui se déplacent, forcément ça a un impact très fort dans ces zones de l'Est et du Nord. Alors, concrètement, ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'essayer de trouver justement des moyens différents pour essayer de continuer à accompagner ces entreprises. Et on en parlera, j'imagine, dans le détail.
mais le groupe Société Générale reste présent bien sûr dans les villes comme Bobo et Ouagadougou, mais aussi à l'intérieur par des partenaires et aussi par les solutions mobile banking qui permettent quand même de contribuer à maintenir ce tissu économique et social important. Donc je donnerai des exemples. On y va directement parce que dans le panel précédent, la représentante de la fêtière des caisses populaires évoquait ce problème aujourd'hui de comment arriver à financer les activités des populations dans des zones d'insécurité. Oui. Vous qui êtes à un niveau macro, est-ce que vous avez réfléchi à ce problème et quelles sont les options que vous avez prises? D'accord. Déjà, je pense que, et le président a bien fait de le signifier, il faut quand même distinguer zones fragiles de zones de guerre. Il y a des zones très clairement où il est clairement difficile de se préoccuper de l'épargne de nos clients parce qu'ils ne sont plus là, où ils ont des problèmes beaucoup plus, j'allais dire, de survie. Et malheureusement, dans ces zones-là, il appartient, je pense, à l'État d'avoir une réaction différente, mais au niveau des banques, c'est très difficile de pouvoir continuer à exercer. On a dû, très honnêtement, fermer dans certaines zones et maintenir, par contre, des distributeurs automatiques pour donner une certaine autonomie aux clients. Par contre, on estime que cette situation de sécurité fragilise le Burkina de manière générale. Et pour autant, on est resté proche de nos clients. Les solutions sont plusieurs. La première est Madame Zondo en parlait tout à l'heure, nous on a tissé des partenariats avec les microfinances. Il y a certains petits projets, des petits clients, des clients avec des projets de 1 ou 2 millions, la femme au marché qui vend des fruits ou le tailleur de la communauté. On ne sait pas les financer. Donc ce qu'on a fait, c'est d'avoir un programme de financement des microfinances. Et donc on met des lignes en place afin que cet argent qu'on met à disposition puisse redescendre vers les populations. Aujourd'hui, moi-même, je suis président du conseil d'administration d'une microfinance au Burkina et ça me permet de connaître la réalité de ce que ces clients-là vivent. Donc ça, c'est pour cette catégorie de clients qu'on ne sait pas suivre parce qu'il faut une grande proximité. Mais pour autant, on injecte de l'argent. Ensuite, vous avez les PME qui sont peut-être qui ont des projets un peu plus grands. Ici, on s'est posé la question de savoir si on veut les accompagner, tous ceux qui descendent ou qui ont besoin de formation ou d'éducation financière. On a créé la maison de la PME qui est ici à Gounguin, mais qui a vocation à dispenser des formations et l'accompagnement à tout type d'entrepreneurs. C'est une initiative qui a été montée avec l'AFP PME et la maison de l'entreprise. Et donc on dispense ces formations qui permettent à ces jeunes créateurs, développeurs de pouvoir avoir des business plans, j'allais dire, bancables. Et ça, c'est important. Et peut-être pour terminer, là où j'estime qu'on a fait un grand progrès en tant que Société Générale, dans un pays comme le Burkina, on a arrêté depuis peu j'allais dire, de considérer les projets PME comme de grandes entreprises, avec une analyse financière de bilan et compte des résultats. Aujourd'hui, on fait plutôt des analyses économiques, c'est-à-dire qu'on regarde la transaction, l'historique du promoteur, et on se base beaucoup sur le promoteur de l'entreprise. Et on a créé des programmes de crédit pour les bons de commande, pour les financements de factures et ainsi de suite. Donc voilà, j'allais dire un éventail de produits qui peuvent être utiles pour certains types de clients divers au Burkina. Monsieur Diawara, nous avons vu une initiative, par exemple en France, celle de la Haute-Vienne, vous qui êtes de la Chambre de commerce de la région des Hauts-Bassins, qui n'est pas une région dans cette situation assez difficile. Qu'est-ce que vous faites pour justement permettre aux acteurs économiques de votre région, mais plus globalement au niveau national, de pouvoir continuer à produire? Oui, je crois que votre question arrive bien à propos parce que je suis, c'est vrai, président du conseil interprofessionnel, mais président de la Chambre de commerce des Hauts-Bassins. Les prêts d'honneur, nous les avons expérimentés au niveau de la Chambre de commerce. On a mené ça au Burkina Faso, mais nous avons estimé qu'il fallait privilégier les autres régions qui sont beaucoup plus demanderesses de ces prêts-là que Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Quelles sont ces régions? Ouaïgouya, toutes les autres régions de la Chambre. Sur les 13 régions, il n'y a que Ouaga et Bobo qu'on a en fait distrait un peu de ces prêts d'honneur. Qui ont donc une expérience avec une sorte
Évidemment, on ne peut pas faire exactement comme la Haute-Vienne. Je crois qu'il faut qu'il y ait des cautions morales pour que les gens soient obligés de rembourser. Parce que vous savez, si vous donnez ici, c'est facile de dire c'est de l'argent qu'on a donné gratuitement. Et puis il y a la politique qui peut se mêler. Les autres peuvent dire ne remboursez pas, c'est l'État. Alors donc, il faut trouver un moyen d'encadrement. Il faut encadrer les prêts d'honneur. Sinon, Mme Sondo qui était là, je crois qu'elle ne voudra pas l'expérimenter. Alors, au-delà de cela, vous dites qu'est-ce qu'on fait? On a des instruments au niveau de nos régions. Si je prends la région de Bobo, le problème, c'est l'accès au crédit et l'accès au marché. L'accès au crédit, on a mis les CGA, les centres de gestion agréés, pour donner un peu une base minimale de comptabilité aux entreprises, pour leur permettre d'aller donc au niveau des banques, c'est-à-dire aussi des impôts, être recensés, et au niveau des impôts, avoir l'attestation fiscale pour avoir donc accès à la commande publique. Parce que vous savez, les PME, en grande partie, fonctionnent à 60% sur la commande publique. Si l'État donc s'occupe beaucoup plus de sécurité que de projets de construction d'écoles, de dispensaires, ou même de fonctionnement, de fourniture de l'État d'une façon générale, ça peut poser problème. Je vois que le relais est pris un peu parce que dit M. Dalla, parce que ça crée peut-être d'autres activités, c'est-à-dire d'autres financements qui viennent suppléer à cela. Donc nous faisons beaucoup de formations pour que les gens puissent donc accéder aux prêts et qu'ils puissent avoir justement aussi organiser leur entreprise. Et nous avons bénéficié, il faut le dire, en cette période de crise, du Free Covid, qui est donc 100 milliards que l'État a mis à la disposition d'une façon générale du secteur de l'économie, du secteur privé, pour qu'on puisse relancer les entreprises. Oui, mais de façon plus spécifique, et là je m'adresse à M. Dalla sur l'économie dans les zones fragiles. Vous parliez tantôt d'un nouveau réajustement du programme d'urgence Sahel qui s'est élargi à d'autres régions, mais dans le panel précédent, ce que les acteurs des régions nous disaient, c'est qu'il faille complètement changer nos méthodes de faire pour permettre à l'économie de continuer à se mener dans ces régions fragiles parce que, disent les méthodes habituelles que l'on a, classiques, ne marchent plus là où il n'y a plus d'État, là où il n'y a plus de sécurité. Est-ce que votre nouveau programme Sahel, en guillemets, s'est adapté à la réalité de ces zones-là? Et je crois bien que c'est ce que j'avais voulu expliquer. En fait, c'est deux outils en même temps. C'est le programme d'urgence pour le Sahel et le programme d'appui au développement des économies locales qui a pour objectif d'abord de réduire fortement la pauvreté et de réduire les disparités entre les régions, conformément à ce que le président de Faso a souhaité. Alors, donc, à travers le panel, donc, je vais peut-être présenter rapidement. En fait, il y a une première composante qu'on appelle la composante 1 qui fait le renforcement des capacités et l'identification des filières porteuses. Peut-être que M. Diawara et le monsieur de la GVP ont dû entendre parler de ça. Dans les 13 régions, on essaie d'identifier ces filières porteuses-là, mais on accompagne déjà. Bon, puisque je disais que c'était pour lutter contre la pauvreté. Initialement, c'était pour voir ceux-là qui étaient écartés de la chaîne économique que les banques classiques ne prenaient pas en charge et personne ne pouvait les aider. Et comment faire maintenant pour amener ces gens-là dans la production. Donc c'était de les identifier, faire des cash transferts. Maintenant, pour les récupérer, il faut renforcer leur capacité à travers cette composante 1-là. Et maintenant, réaliser des infrastructures économiques pour mettre à leur disposition qui est la composante 2. Et maintenant, faire de la finance inclusive. Ça veut dire des prêts, peut-être, bon, je ne sais pas quel nom donner, mais ces prêts qu'on fait, c'est peut-être ils vont à la police, ils s'engagent à rembourser le prêt et ils reviennent. Et donc, dans ça, l'État a versé 4 milliards. Et donc, le nombre de bénéficiaires tourne autour de 15 000 bénéficiaires sur tout le territoire national pour la première phase, les 4 premières années. Et les prêts c'est prioritairement les femmes, les jeunes et les personnes déplacées. Et les prêts vont de 50 000 à 1 million. Quand ça dépasse ça, il y a la composante 1 là, on les aide à monter un plan d'affaires. On a 1 milliard de garanties à la SOFIGIP pour les accompagner, pour aller vers les banques classiques. Ceux qui dépassent 1 million pour le prêt, et on les accompagne vers ça pour demander le prêt. Donc,
c'est pour dire que déjà, à ce niveau-là, c'est pour permettre déjà à la crise qui existe là, qu'on puisse déjà aider les personnes les plus vulnérables. Pourquoi prioritairement les femmes? Parce qu'on a remarqué quand il y a une crise, c'est les femmes qui sont plus touchées et c'est elles encore qu'on peut peut-être violenter beaucoup. Et aussi économiquement, quand la femme est bien dans une société, dans une famille, et quand la femme a les ressources, ça bénéficie beaucoup plus à la famille que les hommes. Vous m'excusez, mais c'est des études qui ont montré ça. Donc c'est ça qui fait qu'on part beaucoup plus vers les femmes et les jeunes pour qu'ils ne partent pas aussi vers la facilité et ces solutions radicales. Donc ces résultats sont sur le terrain. Et aussi, tout dernièrement, on a recruté 13 IMF, comme elle disait, pour pouvoir travailler dans les régions, à assurer dans les régions, pour maintenant travailler à assurer la relève où nous allons mettre les ressources à leur disposition pour le faire. Mais tout ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous travaillons ce qu'on appelle le faire-faire. C'est des structures qui existent déjà et qui ont une certaine expérience, que nous avons passé des conventions avec pour pouvoir réaliser ces activités-là. Donc, dans cette façon de s'adapter, là, c'est ça. Les infrastructures économiques sont réalisées avec des entreprises, soit locales ou des entreprises au niveau national. Mais, comme c'est dans des zones de crise, on les conseille de travailler beaucoup plus avec d'autres entreprises locales, de petites entreprises, peut-être qui n'avaient pas les ressources techniques ou matérielles pour pouvoir solutionner les marchés au niveau national, pour pouvoir mener ces activités-là. Alors, l'autre difficulté que nous rencontrons, comme le monsieur de la banque est là, peut-être qu'il va parler à ses collègues, les banques ont refusé de garantir, de donner des cautions de garantie à beaucoup d'entreprises qui interviennent dans ces zones-là. Par moment, on a écrit aux banques, on a écrit à travers le Premier ministre, mais on a dû s'arranger pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Sur le site du gouvernement, vous allez voir certaines réalisations du panel. C'est comme ça. Bon, c'est une zone difficile, mais bon, il faut que quelqu'un intervienne pour qu'on puisse mettre l'infrastructure à la disposition des populations. J'espère bien qu'il a entendu pour les prochaines étapes pour nous aider aussi dans ce sens. Et déjà, nous marquons avec satisfaction l'arrivée de Mme Maïmouna Bofam. Mme Maïmouna Bofam est la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. Bonsoir, madame, et bienvenue parmi nous à ce deuxième panel consacré aux politiques publiques et aux services financiers à mettre à la disposition des économies qui sont dans des zones fragiles. Avant ce panel, il y a eu celui des acteurs locaux qui ont eux-mêmes montré les contraintes qu'ils vivent. Et maintenant, nous sommes en train de le réfléchir à un niveau macro avec des acteurs d'institutions bancaires, des acteurs étatiques, mais aussi les filières des organisations. Avant de revenir à vous, je voudrais que M. Koufi quand même réagisse. Les institutions bancaires ne voudraient pas accompagner l'économie dans les zones fragiles, c'est ça? Ou qu'est-ce qui explique Je sais que tout le monde sourit parce que les banques sont tout le temps attaquées, et donc on a l'habitude. Mais en fait, le sujet est très sérieux et je comprends, j'entends vraiment ce que vous dites. Vous avez raison, sauf peut-être deux choses. Déjà, la première mission d'une banque, notre première mission, c'est de sécuriser l'épargne de nos clients. Et aujourd'hui, si vous regardez l'évolution de la réglementation bancaire, elle n'encourage pas du tout à ce type de prise de risque-là. Donc je ne connais pas le détail du dossier, mais je pense que ça mériterait qu'on s'y penche et qu'on voit les mécanismes qu'on peut mettre en place. Quand il s'agit de zones fragiles, nous répondons présent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dégradées que fragiles, où il y a quand même des mécanismes à mettre en place. Par contre, peut-être pour rebondir dessus, nous, au-delà de financement des microfinances, on a aussi tissé des liens, des partenariats, notamment avec l'AFD, avec qui on travaille très bien sur différents produits, notamment ARIS ou même Chose Africa, qui permettent comme ça de partage de risques et de garanties. Est-ce que vous pouvez l'expliquer davantage? Oui, en tout cas, ARIS, qui est un produit AFD qu'on connaît depuis de nombreuses années, incite les banques à financer les PME en garantissant une partie des crédits qu'on met en place. Et ça concerne des prêts qui peuvent aller de 2 à 5 ans et parfois même un peu plus, des maturités plus longues. Et donc ça permet de sécuriser. Parce que vous savez, en fait, quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a toujours eu un problème de confiance entre les banques et les PME. En temps de crise ou pas d'ailleurs, les banques estiment que les PME ne sont pas assez structurées et les PME estiment que les banques justement ne financent pas parce qu'elles ont peur. Et je pense que tous ces partenariats permettent de réconcilier
Et je pense qu'on arrive, on a bien réussi par ces mécanismes-là qui sécurisent les prêts. Mais encore une fois, il y a différents types d'interventions. Il y a du capital risque, il y a des subventions. On a parlé aussi des prêts d'honneur, je crois. Et la banque prendra toute sa part, mais en tenant compte de ses obligations en termes de sécurité de l'épargne de nos clients. Alors, Madame Maïmouna Boufam, vous êtes voilà, une grande expertise sur les questions financières dans les régions du Sahel, des régions qui aujourd'hui bénéficient, avec la situation sécuritaire, de beaucoup d'annonces de projets, d'annonces de fonds pour le développement. Mais ce que l'on observe, malgré toutes ces, je parlais trivialement, tous ces milliards qui pleuvent, on fait comme un constat que rien ne change. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'excuser parce que j'étais en visite de terrain, justement pour que ça change, et ce qui a retardé donc mon arrivée. En fait, rien ne change, oui et non. Je vais peut-être remettre les choses dans le contexte pour expliquer pourquoi on est peut-être à ce niveau avant de voir qu'est-ce qui pourrait changer. Ce qu'il faut noter au niveau, par exemple, de la fragilité qui caractérise le Sahel, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée et qui montre que beaucoup de facteurs de fragilité sont étroitement liés à la qualité des politiques publiques. L'étude dont je parle, qui a été faite avec beaucoup de partenaires d'évaluation des risques et de résilience dans la région du Sahel, on définit 5 domaines de fragilité. Le premier, c'est l'accès au pouvoir et à la gouvernance. Le deuxième, c'est l'accès aux ressources naturelles. Le troisième, c'est l'accès aux services sociaux de base pour les populations vulnérables. Le quatrième, c'est l'accès à la justice et de façon plus large, la justice sociale. Et le cinquième, c'est la sécurité, c'est-à-dire le rôle régalien de protection des populations et des biens. Si on regarde ces 5 facteurs, les 2 facteurs qui ont le plus d'impact, c'est l'accès au pouvoir et à la gouvernance et l'accès aux services de base. Et si vous regardez ce pourquoi beaucoup se battent dans le Sahel, ces 2 entrent en jeu. L'accès au pouvoir et à la gouvernance, ce qu'on constate dans beaucoup de pays du Sahel, c'est que le pouvoir et la gouvernance, tout est centralisé au niveau de la capitale. Si je prends l'exemple du Burkina, 52% des fonctionnaires ou des agents de l'État sont concentrés aux capitales. Le reste se partage les 48%, tout le reste du pays. 88% des dépenses publiques sont exécutées au niveau du capital. Si je prends l'exemple du Mali, c'est 75% de la fonction publique des agents de l'État qui travaillent à Bamako et pour gérer 80% des dépenses. Donc vous voyez cette disparité-là qui montre qu'il y a cette question de pouvoir rééquilibré. Quand on prend l'accès aux ressources naturelles également, vous avez vu toute la spéculation foncière ou par exemple des politiques publiques comme l'agribusiness qui visent à vouloir développer l'agribusiness et à donner à de grands producteurs des espaces terriens, crée beaucoup plus de fragilité parce que ça crée une spéculation foncière. Si vous prenez l'orpaillage par exemple, qui aurait pu être un amortisseur parce que ça permet à beaucoup du secteur informel de profiter des ressources, si ce n'est pas bien géré, ça crée beaucoup de disputes avec aussi une volonté des groupes armés de vouloir faire une mainmise sur ça. Donc je pense que ce qui va changer, c'est comment repenser ces politiques publiques pour les rendre beaucoup plus équilibrées en termes de rééquilibrage de développement territorial, pour les rendre également beaucoup plus sensibles aux populations vulnérables, aux jeunes, aux femmes, aux zones plus limitrophes qui sont plus ou moins laissées pour compte, et comment faire en sorte que
la gestion des ressources naturelles soit plus inclusive. Donc ça, c'est peut-être les éléments à mettre dans les politiques de développement pour améliorer les choses. Okay. Merci pour ne pas davantage monopoliser la parole entre les panélistes, parce que notre idée aussi, c'était de permettre aux personnes qui sont venues des régions à l'assistance, est-ce que vous voulez poser des questions à nos panélistes qui sont là, notamment en commençant par le monsieur des régions, monsieur Tienya. Oui, Tienya Arma, coordinateur de l'incubateur du Conseil régional de la Boucle du Monde. En tout cas, je me suis réjoui du développement fait par monsieur Dalla, le coordinateur du PUS. En tout cas, ce qui est fait au niveau régional. Je voulais faire remarquer que, bon, c'est vrai qu'on finance les jeunes, on finance les femmes, mais souvent la question de la formation est souvent, quand je dis formation, moi je parle de la formation en création d'entreprise, je vais faire un peu allusion donc aux questions d'incubateur. Il faut prendre beaucoup en compte ça parce que l'expérience du Conseil régional de la Boucle nous a eu à financer, nous a eu à donner des équipements, mais souvent, bon, on voit que les résultats ne sont pas aussi visibles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultats, mais il y a moins de résultats. Et l'expérience que nous avons fait avec l'incubateur, on a vu que, bon, on peut mieux, en tout cas, créer de la valeur ajoutée avec ce qu'on donne que de donner directement. Maintenant, ma question, qu'est-ce que, par exemple, au niveau du PUS, on peut faire de façon spéciale pour des régions, parce que ce n'est pas seulement la Boucle du Monde. Avec le financement donc, des expertises, il y a la région donc, du Nord, il y a la région du Sahel, il y a des incubateurs qui ont été mis en place. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon spéciale pour ces incubateurs-là, pour qu'on puisse financer ces jeunes et ces femmes? Merci. Monsieur Dalla, la question s'adresse à vous spécifiquement pour la formation, le financement des incubateurs. Est-ce que le PUS les prend en compte, pas seulement que pour la Boucle du Monde, mais pour les acteurs intervenant dans des régions, particulièrement dans les zones dites fragiles? C'est comme je présentais le PADEL qui est un outil du PUS tout de suite, je disais que le PADEL a 4 composantes. La première composante, je disais que c'est une expertise qui existe, que nous avons recruté, c'est le programme de transformation des unités informelles du Conseil régional de centre qui est recruté pour faire. Il a beaucoup parlé du Conseil régional tout de suite. En fait, c'est une expertise qui existe et qui accompagne le PADEL. Ça veut dire, dans l'intervention d'une région, quand on part pour faire la présentation du projet, tous les acteurs sont invités, tous les acteurs, les collectivités sont invités et on présente le projet. Et maintenant, pour ces interventions spécifiques encore, on passe généralement par commune. Et maintenant, c'est en fonction des besoins que sur place, l'institution regarde qui a les compétences pour renforcer les capacités de ces bénéficiaires-là, afin qu'on mette à leur disposition les crédits. Et sinon, la plupart du temps, les jeunes qui viennent, la plupart du temps, certains ont déjà des attestations de formation en élevage, comme vous avez présenté là, qui mènent déjà des activités, qui ont une certaine expérience et qui, je ne dis pas que ça doit être bien, c'est vrai que nous n'avons pas encore évalué, mais nous allons intégrer ce qu'il vient de présenter, puisqu'il dit qu'il y a des potentialités qui existent sur le terrain. Nous avons une réunion chaque mercredi. Donc demain, je verrai comment peut-être on peut intégrer aussi, puisque nous ne sommes pas peut-être officiellement au courant de ces incubateurs qui existent, parce que très souvent, quand on crée, on approche difficilement les services étatiques. Bon, comme on nous traite de tout là, on nous approche difficilement pour présenter les possibilités. Sinon, l'antenne régionale à Dédougou, qui est un jeune comme vous, si vous l'avez approché, le chef d'antenne, je crois que jusque-là, bon, j'allais être au courant à travers les documents techniques qui passaient. Mais je verrai bien ce qui est là et peut-être que de toute façon, à la sortie, à la pause, on pourra échanger. On verra comment peut-être on va échanger pour améliorer déjà ce que nous faisons sur le terrain. Merci. Oui, Monsieur Diallo, vice-président du Conseil régional de l'Est. Justement, c'était pour intervenir par rapport aux institutions de finances. Au niveau, par exemple, des collectivités, le problème que nous avons, par exemple, à savoir,
compte tenu de la situation dont nous venons de dire, les jeunes fragiles, on souhaiterait que, par exemple, les procédures soient un peu allégées. Parce qu'on a un problème à l'heure actuelle. Par exemple, quand vous prenez l'exemple de la région de l'Est, tout de suite, nous délocalisons, par exemple, nos réalisations. Vous envisagez faire telle chose ici, le temps de se rendre là-bas, alors il y a une situation qui s'est créée, alors tout de suite, il faut changer de zone, et ainsi de suite. Mais compte tenu des procédures que les institutions financières nous imposent, on a vraiment des difficultés sérieuses. Alors je prends un autre exemple sur les pistes. Les pistes, par exemple, ça se fait en un espace très court, un temps très court. Par institution financière, vous voulez parler de qui? Bon, les banques ou... non, pas les banques, pas les banques, ceux qui accompagnent. On a nos partenaires, bon, je crois qu'ils m'écoutent, ils entendent, ils savent très bien ceux qui accompagnent le conseil régional. Mais je vais dans pas la citer salle, quand nous même. tous nous comprenons. Voilà, donc je vais donner par exemple l'exemple des pistes au niveau par exemple de la région de l'Est. Et c'est lorsque nous sommes appelés à réaliser des pistes dans une certaine zone, il y a, comment on appelle ça, si nous sommes appelés par exemple à changer de site, comme je venais de le dire, ceci pose un problème. C'est-à-dire, d'abord, c'est des réalisations qui doivent se faire par exemple en une période bien donnée, à savoir la saison chasse. Ça ne peut pas se faire en hivernage. Mais lorsque la procédure est longue, on fait face au problème de procédure, c'est difficile pour nous le temps de déballer la procédure et l'entreprise se rendre sur le terrain et pouvoir faire quelque chose. Donc, à ce niveau, nous souhaiterons, par exemple, qu'on nous permette, ou du moins qu'on allège un peu les procédures dans ces zones-là pour nous permettre vraiment de travailler. Merci. Ne vous inquiétez pas, la question m'est adressée. Alors, heureusement que le directeur est là de DGTD parce qu'on est en train justement de demander la révision du décret du PUS pour alléger les procédures, introduire des flexibilités et pouvoir faire en sorte qu'on ait plus de délégation de pouvoir au niveau des collectivités ou des autorités locales ou des structures déconcentrées. Nous avons fait le même constat et ce ne sont pas les procédures, par exemple, de la Banque mondiale. Il y avait les procédures régulières avec le Code des marchés publics, tout ce qu'on veut. Nous sommes en train de vraiment pousser, et je parle sous le contrôle des finances qui est représenté ici, pour qu'on ait des procédures adaptées au contexte d'urgence. Nous-mêmes, on dit, si on veut changer les choses, on ne peut plus passer 4 mois pour recruter un consultant ou 6 mois pour recruter une entreprise. Et nous avons fait des propositions concrètes transmises au niveau du MINEFIT pour réviser le décret PUS, l'adapter sur 3 à 4 ans. On avait même voulu sur toute la durée du PUS pour ne pas le reprendre chaque année, avoir des procédures très flexibles et une délégation. Par exemple, on fait pour réceptionner des travaux, c'est une mission de Ouagadougou qui y va. On dit non, pourquoi on ne s'appuierait pas sur ceux qui sont dans la région? Et juste pour finir, nous avons un projet d'urgence pour le développement local et la résilience qui vise particulièrement la boucle du Moun et la région de l'Est. L'approche territoriale intégrée qu'on va appliquer à ce projet multisectoriel, où dans une zone, on fait tout à la fois, les classes, les centres de santé, les activités génératrices de revenus pour les jeunes, pour les femmes, les pistes rurales et tout un bloc pour développer la zone. Et ce projet, par exemple, introduit des procédures flexibles. Et ce qu'on compte aussi, on compte sur vous pour nous remonter le vécu. Par exemple, là où vous trouvez que c'est ça, là où il y a les goulots d'étranglement, si on les connaît, on va les intégrer pour être... Mais c'est le principe de la flexibilité. Le deuxième point, parce qu'il y a les procédures et la flexibilité pour intervenir là où les conditions sont réunies et se replier sur une autre zone. On l'a aussi introduit dans le projet. Il y a 15 communes qui sont ciblées. Mais si dans cette zone, les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on peut parfaitement se déployer de l'autre côté. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas les procédures de la Banque mondiale. Il y a aussi pas mal de lourdeur au niveau de l'État que nous sommes en train de pousser pour les rendre flexibles. Mais n'hésitez pas à faire ce retour
parce que ça nous aiderait aussi à mettre ces éléments sur la table pour les changer. Alors, M. Dalla, sans vous interpeller, vous l'êtes, est-ce qu'au niveau de l'État, du ministère de l'Économie et des Finances, vous avez réfléchi à ces problèmes afin d'alléger les procédures telles que le demandent ceux des conseils régionaux? Les procédures sont déjà allégées, mais c'est que particulièrement la commune de Fada ne fait pas partie de la zone de puce. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Mais la région fait partie. La région fait partie, c'est certaines communes qui font partie, mais la commune de Fada ne fait pas partie. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette difficulté chez eux. Sinon, la procédure d'allègement existe, Madame Faye vient de dire, puisque c'est chaque année qu'on renouvelle. Et donc, l'initiative avec la Banque mondiale qu'on a entreprise depuis un certain temps, nous sommes sur une proposition d'un décret qui va couvrir peut-être une période, d'aller sur une période de 3 ans. Mais c'est sur les zones du puce. Voilà. Sinon, l'allègement existe déjà. Et aussi, il y a une étude en cours sur les procédures de passation des marchés en zone fragile que nous sommes en train de mener. Ces résultats-là aussi permettront d'améliorer même ce décret qui est en cours, puisque le décret qui est en cours est fini jusqu'en décembre. On a tout le temps de valider. Je crois qu'on a eu une rencontre la semaine dernière. Il y a un premier draft qui est disponible, que nous avons soumis à tous nos partenaires de regarder, que nous allons améliorer ensemble. Sinon, ça existe. C'est peut-être Fada qui n'est pas dans les puces. Merci. Une autre question? Oui, madame, s'il vous plaît, le micro au fond de la salle. Bonsoir. Julie Van der Smissen, je travaille pour Enabel. Je voulais poser une question sur donc les mécanismes de financement, plus précisément donc dans les zones fragiles. Donc, Monsieur Dalla, c'est encore pour vous la question. Vous avez mentionné un fonds d'1 milliard de garanties auprès de la Sofigib. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément comment sont activées ces garanties? Parce que donc souvent le risque des fonds de garantie, c'est qu'au final on les épuise. Que les banques ou les institutions sachent qu'il y a ces garanties et ne fassent pas spécialement tout leur possible pour récupérer le crédit. Donc, quel est le mécanisme entre la Sofigib et les institutions financières? Et est-ce qu'à ce jour, vous avez déjà pu garantir pas mal de crédits? Comment ce fonds a été activé? Voilà. Merci beaucoup, madame. Et cette intervention met fin aussi à l'interaction avec le public. Donc, Monsieur Dalla, si vous pouvez. Et effectivement, quand notre composante 4, qui est la finance inclusive dans le cadre du PADEL, je disais qu'il y a 4 milliards qu'on fait des prêts entre 50 000 jusqu'à 1 million. Quand ça va au-delà, je disais qu'on a la composante 1 qui procède au renforcement des capacités, qui des bénéficiaires les accompagne pour monter un plan d'affaires et maintenant donne une caution sur le dossier et qu'on dépose à travers la Sofigib. La dernière fois, quand j'ai essayé d'évaluer, on m'a dit qu'il y a plus une vingtaine de bénéficiaires et qu'on venait de déposer 200 et quelques dossiers que nous attendons la suite. Mais ça, on a déposé, ça ne vaut pas 3 semaines, donc nous attendons la suite de ça. En fait, c'est le partenaire, notre partenaire financier qui a exigé, puisqu'on a voulu quand même que le nombre de bénéficiaires de prêts là dépasse. Et quand j'ai cité tout de suite, sur les 4 milliards, je disais que c'était autour de 15 000 bénéficiaires. Donc nous, on a voulu atteindre 100 000. Mais comment faire, comme l'argent n'était pas assez? Donc en garantissant les 1 milliard, la Sofigib nous a donné la garantie de garantir 6 milliards de plus. Donc plus nos 4 milliards, ça fait 10 milliards pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc pour l'activer, alors soit il faut déjà être bénéficiaire d'un prêt avec le partenaire qui gère la composante 4, la finance inclusive, qui valide le dossier, ou tu es accompagné par l'IGC 1, où on t'accompagne à monter un plan d'affaires et à améliorer même ton système de gestion afin de déposer ton dossier et puis continuer à t'encadrer pour que tu puisses rembourser le prêt. Parce que par moment, quand on passe par les structures étatiques, c'est ce que le monsieur venait de dire, les gens pensent que
bon, c'est de l'argent cadeau qu'il faut prendre et puis ne pas rembourser. On a eu quelques cas comme ça, mais bon, comme ils ont signé un engagement à la police, au village, quand on vient te prendre, aller te déposer à la police jusqu'au soir, les parents trouvent une solution. Donc, je crois que ça a été réglé. Merci. Nous acheminons vers la fin de ce panel, mais je voudrais demander à M. Diawara, vous qui connaissez très bien l'économie burkinabé et celle de la sous-région, qui est au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État burkinabé ou aussi des partenaires de cet État? Il y a la Banque mondiale qui est là. Quelles sont les attentes de votre fêtière vis-à-vis de l'État en vue de faire évoluer les choses, notamment dans les zones assez fragiles où des besoins sont exprimés, où il y a des attentes fortes? Le micro, s'il vous plaît. Comme je disais au début de cet entretien, je crois qu'on ne peut faire qu'une approche en identifiant les différents secteurs, parce que les problèmes sont différents quand vous êtes dans le secteur structuré ou si vous êtes dans le secteur informel. Mais nous essayons quand même de gérer tout cela, parce que quand on regarde les choses, la place de l'économie urbaine est importante aujourd'hui. C'est l'évolution qui semble être, c'est la tendance normale aujourd'hui des choses. Et au niveau donc des entreprises, si je prends le secteur commercial, je vous l'ai dit au début, les gens quand même essaient de s'organiser. Dans les zones dites fragiles ou de crise, je dirais, on essaie d'avoir des relais. On s'adapte pour distribuer les produits. On ne peut pas, peut-être si notre présence peut être attirée des problèmes, on essaie donc de trouver un moyen pour le faire. Par exemple, comme le disait tout à l'heure M. Toé, moi je suis président de Socoma également. Alors, l'encadrement direct que nous faisions des paysans avant, nous sommes obligés de trouver un moyen pour que les autochtones qui y sont soient encadrés, puissent donc maîtriser les techniques culturelles, diffuser et faire certaines choses sans que ça ne provoque d'autres problèmes. Dans la grande distribution, nous essayons aussi de trouver des gens. Le principe avait été d'apporter le produit au niveau des consommateurs. On trouve les moyens pour le faire. Alors ça, c'est donc le commerce en général, qui tient malgré tout. Au niveau de l'industrie, je dirais aussi qu'on est assez résilient. Maintenant, on a été tiré par un phénomène, c'est l'industrie extractive, minière, dans le cas du Burkina, où il y a l'or, donc qui a joué un rôle important, 2000 milliards de recettes d'exportation, l'orpaillage qui donc distribue beaucoup de revenus. Bon, moi, je distribue un produit que je tairai ici, mais quand je regarde donc l'évolution donc, du marché, c'est autour des sites d'orpaillage où des villes ou des villages spontanés se sont créés. Alors, d'une façon générale, dans la sous-région ou à l'international, un pays qui est dans notre situation, il est évident que l'investissement étranger direct hésite. Parce qu'on parlera plus de problèmes de sécurité, quoi que vous fassiez. Alors donc le problème pour nous aujourd'hui, c'est comment conserver l'existant. Et les programmes d'investissement que nous avons au niveau de nos entreprises, là également, tout le monde a essayé de retarder ou de geler ces investissements. Nous avons également cherché à gérer le mode de fonctionnement de nos entreprises. On allait davantage vers la digitalisation, vers la téléconférence, c'est-à-dire toutes nos sociétés au Burkina aujourd'hui. Nous avons tenu nos réunions de nos différents organes en visioconférence. Donc il n'y a pas de déplacement. Ça fait que ça impacte le tourisme d'affaires. Donc ce secteur des hôtelleries ne va pas marcher, le tourisme n'en parlons pas. Donc il y a un peu tous ces problèmes-là. D'une façon, pour donc ne pas monopoliser le micro, je dirais qu'on ne peut pas parler d'investissement s'il n'y a pas la sécurité. Sécurité structurelle, sécurité des biens et des personnes, et bon, la sécurité également financière et judiciaire. Donc tout cela, ce sont des éléments
qui quand même améliore, si vous voulez, l'environnement des affaires dans un pays et son attractivité. On ne peut pas être dans certaines situations et peut-être créer cette attractivité. C'est là où peut-être on peut peut-être parler des institutions internationales, c'est-à-dire des pays sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral. Bon, c'est aider nos pays à la résolution de cette crise. Il y a comme une sorte d'incompréhension aussi qui se dégage au niveau des populations en disant toute cette coopération pour dire on va en zone fragile financer. Comment peut-on financer en zone fragile s'il n'y a pas la sécurité? C'est difficile. Quels que soient les mécanismes et les instruments qu'on va utiliser, qui sur le papier peut-être peut faire plaisir à l'esprit, mais dans la réalité, pour l'appliquer, c'est un peu difficile. Alors, voilà, oui. On l'aura compris. Je voudrais qu'on... La dernière question à l'endroit de Mme Boun, question qui est une charge un peu provocatrice, mais pas tellement. Est-ce que finalement, cette situation de crise dans ces zones fragiles ne constitue pas une opportunité pour les pays du Sahel d'engager de vraies réformes pour aller vers davantage d'équilibre des territoires et de prise en compte des économies locales par des acteurs qui seraient sur place et qui pourraient prendre le relais pour plus de justice sociale? Absolument, absolument. Je pense que c'est un tournant pour voir comment on peut faire des réformes structurelles pour jeter les bases d'un développement durable plus équitable. Maintenant, la difficulté, c'est comment allier l'urgence et ce développement durable. Parce que d'un côté, et c'est là qu'on a la pression, ou l'État aussi a la pression. D'un côté, il faut régler cette question d'insécurité. Il faut redéployer l'État pour assurer sa présence positive, rassurer les populations, rassurer peut-être les investisseurs, rassurer les entreprises. Donc, parer à l'urgence et en même temps jeter les bases d'un développement durable. Et c'est là aussi où la bonne articulation entre la sécurité, l'humanitaire et le développement a tout son sens. Pour ce qui est de la Banque mondiale, rien que ce contexte a permis d'augmenter l'enveloppe allouée au Burkina de 700 millions de dollars supplémentaires. Ce qu'on donnait au pays, on a rajouté 700 millions de dollars décaissables sur 3 ans pour aider le gouvernement à résoudre les questions de prévention et de conflit. Mais nous n'avons pas un mandat sécuritaire. C'est ça aussi qu'il faudrait comprendre. La Banque mondiale n'a pas dans ses termes de référence de déployer des forces de sécurité ou de sécuriser des zones. Donc même nos projets de développement, tout actuellement est orienté vers les 3 zones, instables, sous pression et de prévention, mais on s'appuie sur l'État qui doit régler cette question de sécurité. Maintenant, et sur les autres partenaires qui ont un mandat. Il y a des partenaires comme la France, l'Union européenne, qui ont un mandat dans le domaine de la sécurité et on essaie de travailler en synergie, mais nous n'avons pas ce mandat de sécurité. Donc, si on nous attend sur la sécurité, les gens ont peut-être de faux espoirs. Par contre, si les conditions de sécurité sont réunies, rien que le projet dont je faisais allusion sur la boucle du Moon et l'Est, c'est un projet de 350 millions de dollars sur 5 ans. Et ça pourrait faire la différence sur les conditions. Mais je suis entièrement d'accord que la sécurité, c'est un prérequis. Et c'est là aussi où comment on aide le gouvernement, ils vont, de par cette crise sécuritaire, mettre beaucoup plus d'argent sur les dépenses de sécurité. Et c'est là où nous venons mettre beaucoup plus d'argent sur les dépenses sociales pour financer l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie. Donc, c'est la bonne articulation, mais je suis d'accord sur le point sur la sécurité. Merci. Nous allons quand même permettre à M. Arlott Kofi de pouvoir dire un dernier mot pour qu'on... Oui, je voulais juste conclure en disant, avant de venir, on a fait un exercice qui était de voir un peu le poids de l'État dans l'économie. Donc déjà au niveau des grands projets, au niveau des PME, des sous-traitants et même des fonctionnaires, le poids des fonctionnaires. Et ça confirme un peu ce qui vient d'être dit au niveau de la responsabilité de l'État. Bien sûr, il y a la chose sécuritaire, mais il y a aussi son poids dans l'économie qui fait que l'État doit aider encore plus même que ces acteurs privés
à stabiliser et faire en sorte qu'on puisse facilement aller dans ces provinces et financer. Par contre, en disant ça, je tiens à terminer en disant que nous, aux Sociétés Générales, et d'ailleurs même les banques du secteur, on commence à se transformer afin d'apporter des réponses précises. Je prends Yup, par exemple, qui est notre solution mobile banking. Monsieur Toé en parlait tout à l'heure. Cette plateforme donne la possibilité aux clients de pouvoir faire des paiements dans des zones difficiles. Ça reste à parfaire et c'est pour ça que ce genre de forum permet en fait d'entendre aussi les clients et d'adapter nos produits. Mais la transformation est en route, mais il y a une importance capitale de l'État dans tout ce que nous faisons. Une importance capitale de l'État afin d'assurer la sécurité pour permettre aux acteurs. L'État voudrait avoir un dernier mot et il en a suffisamment eu sur ce plateau. Bon, faisons de l'équilibre, donnons la parole à l'État. En tout cas. L'État a 1 minute cette fois-ci parce que l'État a beaucoup parlé. Non, ok, je vais commencer. En fait, effectivement, comme M. Diawara le disait, Madame est revenue dessus. En fait, cette zone, la zone de puce est subdivisée en 3. Donc, il y a les zones instables, les zones sous pression et les zones stables et de prévention. Donc, les investissements, ça varie. Donc, dans les zones instables, c'est l'armée qui intervient avec les forces de défense et de sécurité. Mais une fois que ce travail est fait, donc on vient maintenant avec l'administration et puis réaliser les infrastructures. Permettez d'expliquer. En fait, Madame a présenté... Assez rapidement. Oui, mais justement, je suis en train d'aller, mais c'est comme vous faites comme ça me... Voilà. Voilà. Donc, elle disait effectivement que l'État burkinabé bénéficiait de plus de 700 millions de dollars. En fait, c'est ma direction à travers le programme d'urgence, le PIDTR, programme d'urgence de développement territorial et de résilience, et le projet communautaire de relèvement et de stabilité dans le Sahel. Donc, ces 2 projets elles vont intervenir. Le premier, qui fait 350 millions de dollars, soit 194 milliards de francs CFA, intervient dans 2 régions, la boucle de Mouhoun, la région de l'Est. C'est pour dire au PCR que peut-être même pour même pas absorber, pour la commune de Fada seulement, parce que c'est mon dossier, ça fait 9 milliards pour les 5 ans. Donc les pistes rurales où il y a les IMO, on est sur les dossiers actuellement, donc les gens auront du travail à faire. Donc c'est pour dire que déjà il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par l'État et que, bon, je demanderai à notre ami de la banque de faire toujours un plaidoyer. C'est des entreprises qui vont intervenir et on va demander des cautions. Et ces cautions, c'est dans ces zones-là et on va encore, M. Diawara, faites le plaidoyer avec moi et on va être coincé. Malgré tout, si, ça veut dire même si avec l'allègement qui est dans les procédures d'allègement, on peut aller, mais on va être bloqué par ça. Parce qu'il faut ce document pour qu'on puisse faire les décaissements. Donc c'est pour ça que je dis, il faut me laisser, je vais dire ça. Parce que, bon, ce ne serait pas intéressant qu'on vienne quand même, qu'on ne dise pas ça. Et je profite de l'occasion, c'est vrai que les autorités ont déjà remercié la Banque mondiale, mais ces derniers temps, la Banque mondiale fait beaucoup pour nous dans cette situation-là, pour nous aider à résorber la crise. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dalla. Et merci à tout le monde d'être présents ici et ceux qui nous ont suivis à distance pour avoir participé à cet événement. Et je remercie l'ensemble des panélistes chaleureusement pour vos contributions éclairantes qui ont permis de construire le débat et le dialogue entre les acteurs à un niveau régional et ceux à un niveau plus élevé, niveau supra, avec toutes les personnalités que nous sommes ici. C'est une première et on espère aussi que les solutions qui ont été proposées ici, elles sont nombreuses, pourront être utiles pour d'autres personnes qui nous ont suivis de partout le monde. Et nous vous invitons également, pour ceux qui ont manqué la présence physique et virtuelle avec nous, de pouvoir suivre la conférence sur le site d'Expertise France, c'est www.expertisefrance.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux, il est possible de nous suivre. Merci à tout le monde. Je crois qu'il y a un cocktail qui est offert après ce panel et vous pourrez bien sûr continuer les débats là-bas. Je sais qu'il y a des questions qui sont restées en suspens et nous excuser aussi pour la modération souvent un peu dure. Les contraintes de temps nous l'obligent. Nous avons débordé d'une trentaine de minutes avec des soucis techniques, mais c'est une première. La prochaine fois, on essaiera
d'être encore plus opérationnel. Bonne soirée à tout le monde et merci.